je m'appelle Corinne Young, je suis responsable du cycle post-bac et à ce titre, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation et ainsi que la bienvenue à l'ENSISA. Donc, on va parler du cycle post-bac. Avant, je vais quand même déjà un peu expliquer en quelques mots. Et vous pourrez suivre une présentation de l'école, de l'ENSISA, de l'école d'ingénieurs plus détaillée dans l'après-midi. Moi, je vais vraiment vous parler du cycle post-bac. Donc, l'ENSISA, c'est une grande école d'ingénieurs publics qui est interne à l'Université de Haute-Alsace, donc située sur le campus Hilberg, donc à Mulhouse. Et c'est aussi une école qui fait partie d'un réseau national qui est le réseau INSA. Et à ce titre, nous sommes ce qu'on appelle une école INSA partenaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons organiser le cycle post-bac. Ce cycle post-bac, on appelle cycle post-bac intégré, des fois on parle de prépa intégrée. C'est vraiment, oui, c'est le principe d'une prépa intégrée. Quelques dates, l'ENSISA a été créée en 1861, elle ne portait pas ce nom à l'époque, c'est en 2006 qu'elle prend le nom d'ENSISA, École nationale supérieure des ingénieurs du Sud-Alsace. 670 étudiants par année, dont 588 qui sont inscrits dans le cursus ingénieur, 53 enseignants-chercheurs et enseignants permanents, 34 personnels non enseignants, 2 bâtiments. On compte 7664 diplômés depuis 1961, avec environ 3200 en activité. Nous avons 25 accords d'échange et double diplôme actifs et 2 laboratoires de recherche et d'adossement. Donc quand je disais que c'était une grande école d'ingénieurs, je ne mentais pas. Les effectifs, et c'est ça qui va peut-être plus nous intéresser, nous avons actuellement donc 195 étudiants en 3e année, 160, donc du cycle ingénieur, 169 étudiants en 2e année, toujours du cycle ingénieur, 168 pour la première année du cycle ingénieur. Et là, on va regarder plus ce qui nous intéresse plus, nous, aujourd'hui. C'est 24 étudiants en cycle post-bac et 26 étudiants, donc 24, c'est pour la 2e année, et 26. Donc à peu près une cinquantaine d'étudiants en cycle post-bac. Ce qui signifie que là, en septembre 2021, les 24 étudiants actuels du cycle post-bac vont intégrer la première année et vont se retrouver, vous voyez, les effectifs sont à peu près les mêmes dans le même ordre de grandeur en septembre, vont se retrouver avec beaucoup d'autres étudiants. Au passage, on va citer nos 50 apprentis, on a 9 contrats de professionnalisation, on a 16% d'élèves internationaux, 36% de boursiers, nous avons 73% de garçons et 27% de filles. Alors, je reviens à mes cycles post-bac. Donc, le cycle post-bac n'est pas l'unique façon d'intégrer l'école d'ingénieurs, puisque vous voyez qu'on a un effectif un peu faible, enfin petit par rapport au nombre total de première année. Donc, ce qui me permet de faire la transition avec la diapo suivante, comment intégrer l'ENSISA ? Il y a déjà les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, qu'on fait habituellement dans les lycées, qui vont permettre, après donc 2 ans, de passer un concours et d'intégrer l'ENSISA. Il y a la possibilité de le faire aussi après un BTS ou un IUT en faisant une classe prépa adaptée, donc ATS. Il y a aussi la possibilité d'intégrer après une 2e année de licence, voire une 3e année ou un DUT. Et donc, ce qui nous intéressait, ce dont on va parler maintenant plus en détail, le cycle post-bac qui est intégré à l'ENSISA. Ce cycle, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant qu'on l'a mis en place. C'est un recrutement donc, que l'on fait via l'INSA, via Parcoursup. Ça, j'expliquerai un peu plus en détail par rapport à Parcoursup. C'est donc un recrutement qui est vraiment commun, c'est un concours commun que l'on fait avec l'INSA. Et après, à l'école, à l'université, le cycle post-bac est organisé avec l'ENSMU, l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse, et donc nous, l'ENSISA. Et puis, il est aussi organisé avec les équipes pédagogiques de la FST. Lorsque le lycéen a été admis, a réussi le concours via Parcoursup, et j'explique un peu plus loin cette notion de concours, il a réussi et il intègre, il arrive en septembre à Mulhouse, il est inscrit à l'ENSISA. Comment candidater sur Parcoursup ? Donc, pour candidater sur Parcoursup, la première chose à faire, c'est de choisir dans les vœux ce que l'on appelle le concours INSA. Alors, c'est un concours sur dossier. J'attire l'attention sur le fait que ce n'est pas un vœu gratuit. Il coûte 95 € et il est gratuit pour les boursiers. Une fois que vous avez coché
l'INSA dans les vœux, vous avez accès à des sous-vœux, et les sous-vœux, ce sont toutes les écoles du groupe INSA. Et donc, il faut à ce moment-là cocher comme sous-vœu l'ENSISA. Comment va se passer ce concours? Donc, j'ai dit, c'est un concours sur dossier. Donc, via la plateforme Parcoursup, l'INSA va récupérer, via les relevés de notes, va récupérer les notes des lycéens. Sur les relevés de notes, donc tous vos relevés de notes sont sur Parcoursup, et à ce moment-là, il y a un algorithme qui va faire un calcul en prenant la note des matières qui nous intéressent, la moyenne de la classe, la note la plus élevée de la classe, la note la plus faible, et à partir de là, il y a une équation qui permet de voir comment l'étudiant se situe dans sa classe, et surtout ça rapporte des points. Plus l'étudiant est au-dessus de la moyenne, voire à la meilleure note de la classe, plus ça lui rapporte de points. Dans l'autre sens, si l'étudiant est en dessous de la moyenne de la classe, ben ça lui donne des points négatifs, ça lui fait perdre des points. Les matières prises en compte, ce sont donc les matières scientifiques, je parlerai des spécialités après, les matières de français et de langue. Pour chaque lycéen qui a candidaté, donc, l'algorithme va calculer un nombre de points, en prenant en compte toutes ces notes, va calculer un nombre de points et va, comme ça, classer tous les lycéens qui auront postulé. L'ordre de grandeur, je crois que c'est à peu près 20 000 lycéens qui postulent au groupe INSA. Une fois que tous les lycéens sont classés, tous les candidats sont classés, on se réunit en jury. Donc, quand je dis on, c'est parce que j'y participe. Il y a au moins un représentant, enfin toutes les écoles du groupe sont représentées. Donc on se réunit en jury qui doit avoir lieu en avril ou mai, ça dépend un peu des années. Et on va définir le rang d'admissibilité. Donc on regarde et on définit à quel moment on s'arrête Et donc ça c'est le premier niveau, l'admissibilité. Ensuite, est proposé aux meilleurs, alors souvent on dit les 5000 premiers, mais bon, tout va changer cette année avec les réformes de bac, donc les rangs, les chiffres que je pourrais vous donner sont plus forcément les bons, puisque là ça va être vraiment tout modifié. Donc on va proposer aux 5000 meilleurs de passer un oral. Et les oraux, ces différents oraux vont permettre de reclasser, éventuellement d'améliorer les classements de ces étudiants. Ils ne sont pas proposés à tout le monde. Pour candidater à l'ENSISA, je vous dirais que ça n'a pas forcément d'influence. Ensuite, a lieu ce qu'on appelle les appels. Il va y avoir comme ça des appels tous les 3 jours, je crois. Où on va, alors c'est simple, nous, l'ENSISA, on ouvre 40 places. Donc le premier appel, les 40 premiers qui ont coché ENSISA et qui sont donc dans la liste classée, les 40 premiers, vont recevoir un message comme quoi ils sont admis à l'ENSISA. S'ils accèdent, ben voilà, leur place est réservée. S'ils refusent, ça libère une place et on descend et on appelle successivement les gens suivants sur notre liste. L'année dernière, nous avons appelé la totalité des lycéens admissibles. Par contre, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire ceux qui sont classés parmi les premiers sont appelés très tôt, dès les premiers appels. Les gens qui sont classés les derniers sont appelés beaucoup plus tardivement. Donc, il est important d'être patient. Si vous voulez absolument l'ENSISA et que vous connaissez votre rang et que vous savez que vous êtes classé relativement loin, il ne faut pas désespérer, il faut patienter. Si entre-temps vous vous impatientez et que vous finissez par accepter une autre formation, vous disparaissez, puisque si vous avez accepté, vous disparaissez de notre classement et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas vous le proposer. Quels sont quelques chiffres, mais c'est comme je disais tout à l'heure, ces chiffres sont vraiment une indication, puisqu'avec la réforme du bac, ben, ça va un peu tout modifier et ce sera plus forcément valable. Donc on estime qu'il y a à peu près 20 000 candidats, donc 20 000 lycéens qui ont candidaté les précédentes années au concours INSA via Parcoursup. On estime qu'un tiers ont été non admissibles, donc ont été éliminés dès le premier jury. Un tiers ont été classés mais n'ont pas été convoqués à l'oral et ne pas être convoqué à l'oral ne diminue absolument pas vos chances d'être accepté à l'ENSISA. Par contre, si vous êtes très ambitieux et que vous visez des INSA prestigieuses comme Strasbourg, Lyon, Toulouse, oui, c'est effectivement pour ces établissements, il vaut mieux être convoqué à l'oral. Et puis, un tiers ont été convoqués à l'oral.
Si vous avez une convocation à l'oral, ben là, vous avez des grandes chances d'intégrer les écoles prestigieuses du groupe INSA. Et puis, si votre classement fait que vous n'êtes pas convoqué à l'oral, ça veut dire que là, il faudra, vous serez plus loin dans le classement, donc il faut attendre, surtout être patient. Quelle note? Alors, on a des questions là. On a repris un peu la foire aux questions. Quelle note faut-il pour rentrer à l'ENSISA? Ben voilà, je peux pas vous répondre, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas une note intrinsèque qui nous intéresse, c'est un classement par rapport à votre classe. Donc, plus vous êtes dans le haut de votre classe, plus vous êtes proche de la meilleure note et que vous êtes au-dessus de la moyenne de la classe, ben plus ça vous rapporte de points et plus vous avez de chances d'y arriver. Les statistiques, mais pareil, qui sont établies sur des moyennes, enfin sur les années de 2016 à 2019, 58% des intégrés ont eu une mention très bien ou bien au bac, alors que c'est 36% donc sur le plan national. Sur Parcoursup, si votre dossier est en liste d'attente, il faut consulter le rang dans la liste et le rang du dernier appelé 2020. Mais pareil, les précédentes années, on séparait en fonction du bac. Il y avait le bac S-SI, bac S-SV, SVT et le bac VV. Enfin, ça, c'est notre jargon, c'est peut-être pas tout à fait le même. Cette année, ça va tout changer et je vous explique un peu plus loin les spécialités. Alors, justement, quelle spécialité choisir en première et en terminale pour le concours INSA, c'est pas spécifiquement pour l'ENSISA, c'est pour le concours INSA. Ce que nous vous recommandons, c'est en première de choisir donc une première spécialité qui est mathématiques et ensuite un choix parmi deux autres spécialités qui sont, et je les ai notées que par ordre alphabétique, il n'y a aucun ordre de préférence. Donc deux parmi donc la physique-chimie ou la sciences de l'ingénieur ou sciences du numérique ou SVT. Ensuite, en terminale, on garde toujours mathématiques et une, puisqu'il y en a une en moins, une parmi, donc, toujours physique-chimie, sciences de l'ingénieur, sciences du numérique ou SVT. Donc ça, c'est vraiment pas de problème. Si vous avez ces choix-là, vous pouvez candidater, il n'y a pas de problème. Il existe une autre possibilité qui est de ne pas prendre maths, mais d'avoir choisi physique-chimie et une autre, donc en terminale. Donc, sciences de l'ingénieur, sciences du numérique ou SVT. C'est pas tout à fait le profil qui est recherché pour l'INSA, mais pour autant, on n'exclut pas d'office les personnes qui ont ce profil-là. Donc, si vous avez physique-chimie ou une autre et que vous avez en plus une option qui est maths complémentaire, plus un très bon dossier, ces dossiers-là seront étudiés dans le concours INSA et pourront être classés. Donc, la probabilité reste faible, je ne vais pas non plus vous mentir, mais vous avez quand même des chances. Ensuite, comment se déroule le cycle post-bac? Comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit les CPGE ou les IUT par exemple, et on intègre le cycle ingénieur en ayant déjà validé un bac plus 2. Donc là, la formation, là aussi, se déroule en 2 ans, avec, comme en classe prépa, la possibilité de redoubler une fois. Et donc, en 2 ans, on vous délivrera donc 2 fois 60 ECTS. Peut-être que les lycéens ne connaissent pas encore ces ECTS. La traduction, c'est un acronyme européen qui veut dire ce sont des crédits transmissibles dans le système européen et donc qu'on peut valoriser en France évidemment, mais en allant dans un autre pays européen, ça nous donne des équivalents. Donc, on valide 120 ECTS au total. Et puis, le cycle post-bac, donc on a dit, se déroulait en 2 ans, 4 semestres, avec une évaluation en contrôle continu. Dans chaque semestre, il y a 5 UE, ce qu'on appelle les UE, c'est des unités d'enseignement. Ces 5 UE regroupent des matières. On a une unité d'enseignement avec des matières de physique, une unité avec des matières de chimie et de sciences de l'ingénieur, une unité avec des maths, plusieurs matières de maths, une pour les langues et une dernière pour les sciences humaines et sociales. À l'intérieur de chaque unité d'enseignement, il y a donc plusieurs matières et on calcule pour chaque unité d'enseignement la moyenne de l'unité, donc en prenant les matières qui la composent. Il faut valider séparément chaque unité d'enseignement, c'est-à-dire avoir un 10 de moyenne dans chaque unité d'enseignement. Et c'est la condition pour
valider le semestre. Il faut avoir évidemment validé ces 4 semestres pour avoir l'année. Ça veut dire quand même que si vous êtes excellent en langue et que vous tournez à 18-19 en langue, ça ne pourra pas compenser des faiblesses en sciences, par exemple, en physique. Donc on regarde ces 5 unités sont évaluées séparément. Contrôle continu, ça veut dire qu'il y a des examens, des contrôles tout au long du semestre. Les cours commencent à peu près mi-septembre. Il n'est pas exclu qu'au bout d'1 ou 2, voire 3 semaines, vous ayez déjà des contrôles, des petits contrôles pendant les séances, pendant les TD, les travaux dirigés. Et évidemment, beaucoup de matières se finissent à la fin du semestre. Donc à la fin du semestre, on a facilement 2 semaines où il n'y a pratiquement plus que des examens parce que beaucoup de matières se finissent en même temps. On a des examens, on peut en avoir en amont, il y en a un peu tout au long du semestre, mais il y a quand même une petite concentration d'examens sur les 2 dernières semaines du semestre. Ce qui est très intéressant pour le cycle post-bac par rapport aux autres recrutements, c'est que les étudiants qui sont issus du cycle post-bac, à la fin des 2 ans, s'ils valident les 2 années, ils intègrent directement l'ENSISA sans concours, sans classement. Et je dirais même qu'ils sont prioritaires par rapport aux autres étudiants qui arrivent de CPGE ou d'autres formations. Ils sont prioritaires, c'est-à-dire que, donc c'est direct, il n'y a pas de classement. Vous choisissez, enfin l'étudiant CPB2 choisit librement une des 5 spécialités. Et il n'y a pas de classement, c'est pas le meilleur. D'ailleurs, on ne fait pas de classement, on ne classe pas les étudiants. Et donc, je demande, moi, au mois de mai, à peu près, c'est au mois de mai de la 2e année de CPB, je demande aux étudiants quelle est la spécialité qu'ils veulent faire. Et donc, c'est très important. Ils sont, j'ai dit presque prioritaires. On intègre directement, il n'y a pas de concours. Il suffit de réussir ces 2 années. Mais ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent intégrer qu'une des 5 spécialités de l'ENSISA. Si à la fin du cycle post-bac, un étudiant nous dit moi finalement je ne veux pas rester à l'ENSISA, je veux aller faire autre chose, du génie civil par exemple, parce que je prends cet exemple parce qu'on n'a pas de génie civil, là on va être très embêté, moi j'ai rien à proposer. Je ne peux proposer que l'une des 5 spécialités. Alors, je n'avais pas prévu dans cet ordre-là. Justement, je vais les revoir tout de suite, les 5 spécialités. Donc, il y a une spécialité qui se nomme automatique et système embarqué. On a une spécialité génie industriel qui est exclusivement par alternance. Si un étudiant donc ce que moi j'appelle CPB2, donc 2e année du cycle post-bac, veut intégrer cette spécialité, comme elle est exclusivement par alternance, il faut avoir une entreprise, il faut trouver une entreprise. Donc, dans ce cas particulier, je demande à l'étudiant un 2e choix et en admettant qu'il ne trouve pas d'entreprise, ce qui pour l'instant ne s'est pas passé, tous les étudiants de CPB2 qui ont voulu intégrer génie industriel n'ont eu aucune difficulté à trouver une entreprise. Mais s'ils ne trouvent pas d'entreprise, on aura une issue de secours et on leur proposera d'aller sur leur 2e vœu, c'est-à-dire sur une des 4 autres spécialités. Ensuite, il y a comme 3e spécialité, donc informatique et réseau, qui est possible en alternance à partir de la 2e année du cycle ingénieur. Donc, CPB1, CPB2, une première année en informatique et réseau classique, et seulement à partir de la 2e année du cycle ingénieur, l'étudiant peut partir en apprentissage, en alternance. La 4e spécialité qu'on vous propose, c'est mécanique, et la 5e, c'est textile et fibre. Donc, j'insiste, l'étudiant qui vient en CPB2, les avantages, c'est pas de concours, pas de classement, il suffit de réussir les 2 années, mais il faut être sûr et certain de vouloir faire une des 5 spécialités. Quand on intègre, donc en fin de terminale, on postule pour le cycle post-bac, on n'est pas obligé de savoir exactement laquelle. On peut très bien imaginer un lycéen qui se dit « Ah ouais, j'aime bien la mécanique, mais j'aime bien aussi l'informatique. Je ne sais pas si je préfère l'une ou l'autre, mais je suis sûre de vouloir faire une des 2. Pas de problème. Ce lycéen peut postuler en CPB2, en CPB, peut venir faire ces 2 années. Il aura, pendant les 2 années, le temps de réfléchir et puis il pourra rencontrer des enseignants des 2 formations, il pourra rencontrer des étudiants des 2 formations et avoir comme ça
pas tout à fait 2 ans, mais presque 2 ans pour affiner son choix et décider donc au mois de mai de la deuxième année si c'est l'une ou l'autre. Mais être bien consciente, c'est absolument une des 5. Maintenant, quels sont le contenu des enseignements? Donc, j'ai fait un petit découpage là. Beaucoup de physique quand même, 34%. Alors, ce programme de cours s'appuie énormément sur le programme de la licence physique de la faculté des sciences et techniques, puisque tous ces enseignements sont faits beaucoup avec donc la FST, faculté des sciences et techniques, qui se trouve aussi sur le campus de Lilleberg. Et donc, nous travaillons énormément avec eux parce qu'ils ont plus l'expérience que nous des années post-bac. Et donc, ils nous appuient, ils nous aident énormément pour organiser ces enseignements. Et ces enseignements, le programme donc de la licence physique-chimie s'appuie aussi, est très similaire au programme de CPGE. L'objectif de ces 2 ans, c'est d'amener nos étudiants à avoir le même niveau que des étudiants qui sortent de CPGE et qui intègrent la première année du cycle ingénieur. Donc beaucoup de physique, vous voyez, 34% première année, 42% deuxième année, un peu de chimie, 20% en première année, 12% en deuxième. Alors, ceux qui veulent faire que de l'informatique et qui sont vraiment des geeks, utilisons le terme, généralement, ils disent « Oh là là, il y a de la chimie ». Oui, mais c'est aussi important quand même d'avoir de la culture générale. Des maths, 17 en première année, 9% en deuxième année. De l'informatique. Alors, de l'informatique, il y en a 3%. On va dire c'est pas beaucoup sur les 2 années, mais il y a aussi une option pour pouvoir renforcer l'informatique et on retrouve donc 3% en première année, 4% en deuxième année. Pareil, la chimie, il y a de la chimie en commun, dans le tronc commun pour tout le monde, mais il y a aussi une option. Donc les options, c'est au 2e semestre et au 4e semestre, donc toujours sur les semestres pairs. Et donc l'étudiant choisit chimie ou informatique. Il y a des langues, 2 langues. Alors langue, c'est d'office l'anglais qui devient la LV1. C'est d'office quel que soit, que vous l'ayez eu en LV1 ou LV2 au lycée, l'anglais devient la LV1. Puisque, on vous l'expliquera plus tard, en ingénieur, quelle que soit l'école d'ingénieur en France d'ailleurs, l'anglais est obligatoire et un niveau, alors je voudrais pas dire de bêtises, on vous demande forcément un niveau à avoir pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. C'est un niveau B2, ou B2, non B2, pas C1, je vais dire de bêtises, mais donc il y a un obligatoire, sinon il n'y a pas il y aura des problèmes pour avoir le diplôme d'ingénieur. Donc on garde l'anglais. Et une deuxième langue est possible. Les cours qui sont organisés, c'est avec un prof. C'est l'allemand et l'espagnol, donc non débutant, dans la continuité du lycée. Pour un lycéen qui aurait pratiqué une autre langue au lycée, on a par exemple l'arabe qui est aussi très couramment pratiqué au lycée, ou l'italien. C'est les 2 seuls que j'ai vus. Il y en a peut-être d'autres, mais après je n'ai pas forcément vu. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de proposer des cours avec un enseignant. Donc, on trouve des adaptations. On a un labo de langue, plus qu'un labo d'ailleurs, un service de langue qui s'appelle le Pôle Force à l'université, qui est récemment installé dans des nouveaux bâtiments, très beaux bâtiments, avec vraiment des moyens techniques assez remarquables. Donc, on propose de l'auto-apprentissage pour ces étudiants-là, avec des plateformes informatiques. Mais bon, ça, c'est au cas par cas, donc c'est à voir. Et puis, des sciences humaines, à peu près 12-11% sur les 2 années. Là-dedans, par exemple, il y a un projet qui est fait en collaboration avec un enseignant, un tuteur, avec le suivi d'un enseignant de l'ENSISA. Et le projet qui est aussi l'occasion de tester un domaine. Donc, on parlait des 5 spécialités. Par exemple, un étudiant qui arrive en CPB et qui se dit moi j'ai vraiment envie de faire du textile, il va choisir son projet plus orienté textile. Il sera suivi par un enseignant de la spécialité textile. Et à ce moment-là, il pourra quand même commencer à découvrir le textile et affirmer ou non d'ailleurs son choix. Pareil en informatique, pareil en autom, en méca aussi, ou en génie industriel. C'est aussi l'occasion, les projets, de conforter un choix ou de définir un choix. Donc celle-là, on l'a déjà vu, les 5 spécialités, mais je vais insister, il faut absolument être sûr de vouloir faire une de ces 5 spécialités. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions.
Alors, merci Corinne pour cette présentation et nous sommes donc à l'écoute de vos questions. Pour amorcer un petit peu un échange, je propose de donner une question que j'ai reçue par mail, qui est donc une question qui concerne le CPB ou les CPGE et du coup pourquoi candidater au cycle post-bac de l'ENSISA plutôt qu'à une prépa intégrée comme on les connaît, les CPGE. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. On candidate au cycle post-bac si on est sûr et certain de vouloir faire une des 5 spécialités. Et alors, à ce moment-là, le fait de venir au CPB, de venir suivre les enseignements au CPB, c'est moins stressant que d'aller en classe prépa puisqu'il n'y a pas de concours. Il suffit d'avoir 10 de moyenne par unité d'enseignement pour valider sa formation. Et à la fin, pas de concours, pas de classement, et on intègre simplement. Donc c'est moins stressant. Par contre, si on n'est pas sûr de vouloir faire une des 5 spécialités et qu'on vise complètement autre chose, une autre discipline, quelqu'un qui voudrait faire du génie civil, du génie biologique, enfin bon, j'ai pas toutes les idées, mais une spécialité, une discipline qui n'est pas du tout présente chez nous, alors il faut aller faire une CPG. Très bien. Du coup, il y a une question dans le chat de la part d'Adrien qui demande si c'est plus difficile de réussir en post-bac plutôt qu'en prépa. Est-ce qu'il y a plus de travail? Non, je pense qu'il y a. Alors évidemment, moi je suis pas étudiante, hein. Enfin je l'ai été il y a longtemps, mais j'ai fait une classe prépa parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et pour avoir discuté avec des étudiants de cycle post-bac, a priori il y a moins de travail. Alors il y en a, hein, attention, il s'agit quand même. Mais par exemple, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de préparation au concours. Donc il y a un peu moins de travail et c'est moins stressant dans le cycle post-bac. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, ça ne veut pas dire qu'on se tourne les pouces. Une autre question toujours dans le chat. Est-ce qu'en ce moment, on est en distanciel pour le cycle post-bac? Oui. Donc, oui, le cycle post-bac actuellement est en distanciel. Les étudiants sont quand même en présentiel pour tout ce qui est travaux pratiques, puisqu'ils ont des travaux pratiques de physique et de chimie. Donc là, ils viennent dans les laboratoires. Et les examens aussi sont en présentiel. Mais aujourd'hui, ça va peut-être changer dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, les cours LTD sont à distance. Avec des plateformes, et c'est quand même en synchrone, hein, c'est-à-dire qu'ils voient quand même comme aujourd'hui, avec les mêmes plateformes, type de plateforme que ce qu'on utilise aujourd'hui. Très bien. J'ai eu une autre question qui cette fois-ci était sur Facebook et on m'a demandé le coût du cycle post-bac intégré à l'ENSISA. Combien ça coûte d'étudier à l'ENSISA? Alors là, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 600 €, enfin les frais d'inscription, mais c'est exactement 600, je ne sais pas combien. Ça peut être que le directeur. 601. 601, ah oui, désolé, j'ai oublié le 1 euro. 601. Ça, plus 92 de Sévec. Bon, ça, la CEVEC, elle doit être payée partout, hein, quel que soit l'établissement. Ça, c'est le coût d'une année. C'est le même coût qu'on soit en CPB ou en cycle ingénieur. Et évidemment, après, il y a les frais. Il n'y a pas de frais, je veux dire, on ne demande pas aux étudiants d'acheter du matériel. Il n'y a pas de livres, a priori, qu'on oblige à acheter. Évidemment, après, il y a tout ce qui est logement, tout ça. Mais ça, ces frais-là sont les mêmes, quel que soit l'endroit où on fait ses études. Oui, on conseille d'acheter un ordinateur, peut-être, éventuellement. Oui, j'avais oublié. Et le coût de la vie à Mulhouse est peut-être aussi un peu moins cher que si on va dans une école à Lyon, à Paris ou dans d'autres grandes villes. C'est aussi un des avantages de Mulhouse. Oui, Mulhouse a l'avantage, effectivement, je sais que la cité universitaire est moins en tension, enfin la cité universitaire, donc les logements proposés par le Crous, c'est moins en tension que d'autres villes. Ou les logements étudiants organisés par des privés, c'est un peu moins en tension. Donc c'est un peu plus facile de trouver un logement sur Mulhouse. Alors une autre question qui cette fois-ci est dans le chat, est-ce qu'il y aura des visites bientôt? Des visites, je suppose, des visites du bâtiment? Je pense que ça doit être ça. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le directeur qui va répondre.
Alors, on espère. Il y a une journée portes ouvertes qui est planifiée au mois de février. Bon, on n'a pas trop d'espoir, mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas le droit de recevoir le public, mais dès qu'on en aura l'occasion, on essaiera de faire quelque chose. Peut-être pas une grande journée, mais on essaiera de répondre aux sollicitations. Voilà. Sinon, il y a une visite virtuelle qui est sur le site de l'UHA, de l'ENSISA, pardon. C'est ça, oui. Elle est référencée sur le site. Quand on est sur la page d'accueil, en haut à gauche, il y a un petit onglet visite virtuelle. Et sinon, vous avez également dans le lien que je vous ai donné sur la page exclusive où on référence tout pour les JPO, il y a le lien direct vers la visite virtuelle. Alors, le mot visite, moi, m'a fait penser à autre chose. Avant que les problèmes sanitaires, on organisait une fois par an une visite d'entreprise avec les CPB. Et on les emmenait vraiment dans des entreprises pour qu'ils voient comment ça se passe, le travail, comment ça se passe dans une entreprise. Alors, moi, j'ai pris en cours, tu l'as peut-être dit, Corinne, mais effectivement, une des différences par rapport à une prépa classique, c'est que on initie aussi les étudiants à la culture d'entreprise, ainsi qu'on le fait dans le cycle ingénieur. Mais là, le temps qu'on arrive à dégager par rapport à une prépa classique, où il n'y a que des maths, de la physique, beaucoup de bachotage et d'école, on l'utilise pour faire des choses qu'on estime un petit peu plus utiles. Et donc, l'initiation à la culture d'entreprise, et notamment des visites, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi le fait d'être intégré directement à une école d'ingénieurs et du coup de pouvoir avoir en direct des étudiants qui font aussi partie de l'école et d'avoir des retours directs et d'avoir aussi des enseignants qui sont des professionnels du métier. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec les projets, justement de créer du lien déjà avec les enseignants. Une autre question que j'ai reçue sur les réseaux sociaux, c'était est-ce qu'il y a des stages ou des alternances proposées pour le cycle post-bac ? Alors, alternance, non. Ça, c'est même, oui, c'est non. Le stage, on propose un stage de 15 jours qui est un stage facultatif qui peut être effectivement fait avec une convention encadrée, qui est possible pour justement. Alors l'idée ce stage c'était de le proposer surtout aux étudiants qui se destinent à la formation par alternance, mais pas que. Enfin, c'est possible. Bon, pour l'instant, aucun étudiant a souhaité utiliser cette possibilité, mais elle est inscrite dans le règlement. Très bien. Oui, sachant que on dit qu'il n'y a pas d'alternance dans le cycle lui-même, mais effectivement après on ouvre sur toutes nos spécialités, dont les spécialités qui proposent de l'alternance. Alors j'ai une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des types ? Alors TIPE, donc personnellement je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si vous avez la réponse. Oui, moi je l'ai. Donc, les TIPE, ce sont des projets qui sont faits donc en classe prépa. Alors nous, on les appelle pas TIPE, mais c'est ce que moi j'ai présenté tout à l'heure, ce sont nos projets. Donc oui, c'est équivalent, on va dire c'est équivalent. Les étudiants font des projets avec des expérimentations ou pas, ça dépend du sujet. On a de temps en temps des étudiants qui ont des sujets liés à la robotique, donc les collègues, nos collègues d'Autom ou d'Info, ont investi dans quelques petits robots et ils peuvent leur faire faire programmer. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Les étudiants qui veulent faire leur projet plutôt en textile, là aussi, on a eu déjà des projets où on a pu mener des expérimentations. Donc oui, il y en a. Quelle note faut-il pour rentrer en cycle post-bac ? Bon, là, ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de note à proprement parler. C'est être bien placé dans sa classe. Alors, pour nous, cette année, ça va être... Enfin, pour nous, je veux dire, pour les gens qui participent au concours, au recrutement, donc INSA, au groupe de travail dont je fais partie, c'est vraiment tout nouveau pour nous avec ces nouveaux bacs. Donc on a travaillé à mettre en place un nouveau mode de calcul. Donc voilà, c'est comme avant, ça change pas. Il n'y a pas une note spécifique. C'est être le mieux classé possible dans sa classe. Être parmi les meilleures notes, les meilleures moyennes de la matière.
Oui, alors moi ce que j'ai l'habitude de dire en réponse à cette question, c'est que on a une répartition des notes au bac parmi nos intégrés qui est supérieure à la moyenne des notes obtenues au bac. Hein. Corinne, tu vas me rectifier, mais je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, on avait fait des statistiques. Sur les 25, tous avaient une mention et 2 avaient une mention assez bien seulement. Tous les autres, c'était bien ou très bien, je crois. Oui, généralement, oui, ils ont des mentions. Et quand ils candidatent, ils ne savent pas encore, de toute façon. Bien sûr. Non, mais c'est pour se situer, quoi. Ouais. Alors, j'ai une autre question qui concerne le groupe INSA. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les différents établissements une fois qu'on a intégré le cycle post-bac de l'ENSISA? Oui, il y a une procédure de transfert qui se fait d'ailleurs, se fait en ce moment. Moi, tous les ans, j'informe tous les étudiants de CPB de la procédure. Cela dit, la probabilité que cette procédure de transfert aboutisse, elle est très faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est très très faible. Pour pouvoir espérer, il faut déjà évidemment avoir un bon dossier et il faut aussi surtout qu'il y ait une place qui se libère en face. C'est-à-dire que c'est lié à des démissions. Si dans, je sais pas, l'INSA de Lyon, dans une spécialité, il y a une démission et donc il y a des places vacantes, ils vont à ce moment-là peut-être étudier les demandes de transfert. Donc, il faut pas venir à l'ENSISA en se disant je fais mes 2 ans à Mulhouse, puis après j'irai faire la suite à Lyon. Faut pas trop rêver, il y a très très peu de chance. Mais après, la procédure existe et comme le dit la pub du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc là, c'est pareil. On peut tenter, mais je voudrais pas non plus que des gens soient déçus en pensant que c'est plus de se dire pendant 2 ans je reste à Mulhouse et puis je partirai à Lyon. Il n'y a pas un brassage complet des INSA ou des 2 ans. Oui, ce que tu disais que c'était effectivement difficile. Pour les spécialités en plus qu'on fait chez nous et qui sont faites ailleurs, il n'y a pas de raison particulière de dire au bout de 2 ans je dois aller faire de la mécanique à Toulouse par exemple, puisque nous on fait de la mécanique. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui pensent que les 2 premières années de prépa sont identiques dans toutes les INSA et qu'on refait un brassage au bout de 2 ans et qu'on réoriente les gens. C'est vraiment, on est déjà dans une école et logiquement on y reste. J'ai une dernière question, c'est comment se passe la suite des études en formation ingénieur? Donc, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais du coup, c'est, je pense, une personne qui n'a pas dû être présente à ce moment-là. Donc, est-ce que tu peux revenir sur le moment où, en fait, on quitte le post-bac pour arriver dans les études d'ingé? Alors, à la fin des 2 ans, les étudiants donc, de 2e année qui ont validé l'intégralité des 4 semestres vont intégrer la première année de cycle dans la spécialité qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont prioritaires, comme j'ai dit. Il n'y a pas de classement. Voilà, si un étudiant me dit qu'il veut faire textile, il va en textile. S'il veut faire informatique, il va en informatique. Il n'y a vraiment aucun souci. Ou autom, ou génie industriel. Voilà. Arrivé en première année du cycle ingénieur, il se retrouve là dans des promos, il se retrouve mélangé avec des étudiants qui arrivent de CPGE ou éventuellement d'IUT ou d'autres modes de recrutement, et il se retrouve avec ces étudiants. Donc après, ils commencent leur cycle ingénieur exactement comme les autres, il n'y a aucune différence. Je ne sais pas si c'était ça la question, c'est comme ça que je la comprends. Donc nous, l'objectif de la formation, on ne cherche pas au travers du cycle post-bac à anticiper sur la formation ingénieur. On cherche pas à leur donner. Par exemple, des fois, on a des étudiants qui aimeraient bien. J'ai eu récemment une étudiante qui était très branchée textile, qui est pour l'instant en CPB, et qui aurait aimé anticiper, apprendre déjà à servir des machines à tricoter ou des machines à coudre. Alors ça, on peut le faire à titre privé, mais on cherche pas, nous, dans la formation de CPB, à anticiper la formation ingénieur. On cherche à leur donner la même formation, le même niveau scientifique que les gens qui arrivent du CPB. De CPGE, pardon. Je ne me trompe pas dans les acronymes. Mais voilà, et après, ils se retrouvent mélangés avec les autres étudiants. Juste pour information, des étudiants, puisque maintenant on a un peu de recul, des étudiants, on trouve régulièrement, lorsqu'on fait les jurys ingénieurs, on retrouve des étudiants issus du cycle post-bac qui se retrouvent parmi les meilleurs
pas seulement, hein, mais on les retrouve, il n'y a pas de différence, hein, on les retrouve dans le classement, on les retrouve parmi les meilleurs, voire majors, comme on en retrouve qui sont peut-être plus bas dans le classement. Il n'y a pas de différence de niveau, ils se mélangent avec les autres étudiants sans problème. Alors, je voudrais compléter ce que tu as dit en disant que pendant le cycle, le post-bac, on n'anticipait pas sur le cycle ingénieur. Tu as toi-même parlé des projets tout à l'heure, et les projets sont quand même une manière d'un petit peu découvrir les spécialités et ce qu'on y fait. Ouais, un petit peu. Petit peu. Voilà, on essaye de rester, de pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est attentif quand même à ce que ils vont se retrouver. Parce qu'on a vu avec les effectifs du cycle post-bac, on ouvre 40 places au concours, mais pour l'instant, on tourne à un peu moins de 30 étudiants. On avait vu sur un diapo, là, je vais juste le reprendre, on est à peu près 30, un peu moins de 30 étudiants qui arrivent de CPB2, qui se retrouvent en première année du cycle ingénieur. Et globalement, on a plus de 180 étudiants au niveau du cycle, la première année de cycle ingénieur. Oui, cette année, ils sont 26 en première année et 24 en deuxième année. Ouais. Alors, et donc, il faut que ces 20 et quelques étudiants se retrouvent, quand ils se retrouvent au milieu de ces 180 étudiants, qui se retrouvent d'un niveau équivalent. Je crois que la question aussi demandait comment ça se passait en cycle ingénieur. Tu parles de 180 étudiants. En fait, ces étudiants, on n'a pas de cours en amphi à 180 pour dire les choses comme elles sont. Non. Non, je sais pas si c'était ça la question, mais on réunit une ou deux promos au maximum, et les promos, c'est de 30 à 50 étudiants. Oui, les 180, c'est les 5 spécialités. Il n'y a pas de cours. Oui, non, j'ai pas connaissance d'un cours qui regroupe les 5 spécialités. On n'a pas l'amphi pour. Ouais. En tout cas, pas actuellement, vu les distances qu'il faut prévoir. Donc pour conclure, on peut dire que le CPB intégré NCISA est un vrai atout en fait pour l'étudiant qui l'intègre, puisqu'en fait il a des choses qui sont en plus par rapport au CPGE qu'on connaît, et en plus de ça, il a une place qui lui est garantie dans une des spécialités de l'école. Exactement. Il est prioritaire. Voilà. C'était pas un choix en soi, c'est l'organisation qui fait qu'on privilégie, on leur réserve leur place avant d'ouvrir les places au concours. Ça, c'est l'organisation qui fait que c'est comme ça. Ouais, vas-y, pardon. Non, j'ai fini, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que cette année, on a, dans notre dernière année de cycle ingénieur, les premiers étudiants qui sont rentrés en post-bac. Pour eux, je crois que la scolarité s'est bien passée. Nous, on est vraiment contents d'avoir diversifié en ouvrant il y a 5 ans maintenant ce post-bac, et je crois qu'on avait raison. Très bien. Alors du coup, moi, je n'ai pas de questions dans le chat qui sont revenues ni par mail ou sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Laurent ou Corinne, par rapport à ce sujet. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que les étudiants, les lycéens qui nous écoutent et qui se posent des questions, si oui ou non ils veulent venir à l'ENCISA, je pense que c'est important d'écouter. Je crois qu'il y a une présentation dans l'après-midi sur l'école et sur le cycle ingénieur. Et je pense que c'est important de bien écouter cette présentation pour savoir si, je vais me répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, on ne vient en cycle post-bac à l'ENCISA que si on est sûr de faire une des 5 spécialités. Et bon, pour savoir si une des 5 spécialités nous intéresse, faut absolument écouter la présentation. Alors, il y aura une présentation cet après-midi, puis des présentations spécifiques dans la semaine. Hein. C'est ça. Tout le programme du coup des journées portes ouvertes est disponible sur le site. Et j'invite aussi les spectateurs à visionner nos réseaux sociaux où ils auront au jour le jour toutes les informations pour les différentes présentations qu'il peut y avoir. Et donc cet après-midi à 15h, nous avons une nouvelle présentation au sujet de la présentation générale de l'ENCISA, du cycle post-bac et de tout ce qu'on peut faire à l'école. Alors, il y a une question qui n'a pas été posée, c'est sur les pourcentages de réussite. Donc, je suis assez contente de dire qu'on n'a jamais viré, je vais parler crûment, mais on n'a jamais viré d'étudiants. Alors, des étudiants ont fait eux-mêmes le choix de se réorienter. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, ça arrive. Dans ce cas-là, si nécessaire, on les aide et on les accompagne, mais bon,
avec Parcoursup, ça marche relativement bien. Et donc voilà, il y a pas, on vire pas les gens comme ça. Et si vraiment des gens sont soit en difficulté, enfin c'était pas tellement à des difficultés, c'est-à-dire l'orientation, son choix d'orientation, c'est un chemin qui peut prendre du temps. Et c'est pas choquant qu'un étudiant se donne un an, enfin au bout d'un an finalement revoit ses choix d'études. Et voilà, c'est un cheminement qui demande des fois du temps. Et les réorientations sont possibles. Très bien. Et ben, je vous propose de conclure et de terminer cette présentation. Donc, merci beaucoup Corinne, merci Laurent, merci Marie-Claude et Benjamin d'avoir animé avec moi cette présentation. Et merci aux participants d'avoir posé vos questions et d'avoir visionné cette présentation. Elle sera disponible du coup sur YouTube dans les jours à venir si les gens veulent la visionner de nouveau et avoir toutes les questions. Et il y aura notamment la possibilité d'envoyer un mail donc à notre adresse générique qui est donc admission-concours au pluriel @ncisa.fr. Donc voilà, merci beaucoup à tous et bonne continuation. Merci. Merci. À cet après-midi. À cet après-midi.